donc là, Didier Jamais, vous avez abordé toute la partie recherche à l'heure actuelle sur de nouvelles technologies, mais je souhaitais aussi qu'on aborde le rôle du scientifique, notamment dans son rôle d'alerte, et sur les dispositifs que l'on peut mettre en place justement pour essayer d'observer les changements climatiques et on a eu comme ça des prévisions un peu contradictoires, des modèles dont on a du mal à savoir s'ils sont fiables ou pas. Alors effectivement, et là encore, la recherche spatiale, bon, vous aurez compris que c'est un domaine dont je suis un peu spécialiste, a un rôle déterminant à jouer parce qu'effectivement, selon les modèles, vous avez des différences considérables sur, je dirais, la rapidité avec laquelle ce changement va avoir lieu. Et on se rend compte qu'il y a encore énormément de paramètres dont on ne sait pas exactement quelle est l'influence sur les modèles climatiques. Par exemple, savoir si les nuages ou les aérosols, les poussières qui se trouvent en suspension dans l'atmosphère, quel est leur rôle dans le bilan global. Est-ce que les nuages ont tendance plutôt à réchauffer la planète ou bien à la refroidir? Enfin, c'est extrêmement complexe, mais c'est vraiment une donnée essentielle de l'équation. Donc, l'observation par satellite, c'est vraiment, et d'ailleurs le CNES en France, le Centre national d'études spatiales, joue un rôle primordial là-dedans. C'est vraiment le rôle des institutions scientifiques de proposer des solutions pour justement préciser, donner des entrées chiffrées à ces modèles que bâtissent les climatologues pour voir justement où on va aller, parce que ça ne sert à rien non plus de sombrer dans le catastrophisme, de faire peur aux gens. Je ne pense pas faire peur pour faire aller les gens dans une direction. Moi je trouve que c'est une politique qui m'en rappelle d'autres et qui me fait un peu peur moi-même. Donc je crois qu'il faut vraiment avoir un discours de responsabilité, dire que c'est compliqué. Effectivement, le rôle des sociétés humaines dans le réchauffement, je crois qu'à part quelques cas très particuliers sur lesquels on ne va pas s'attarder, eh bien plus personne ne le conteste. Mais maintenant, il faut quand même savoir de quoi on parle quant aux impacts, effectivement, à 2050, à 2100, parce que, même si nous ne serons pas forcément là pour le voir, eh bien, c'est l'avenir de l'humanité, de nos enfants et de nos petits-enfants. Donc, il y a un rôle des scientifiques à jouer, mais là encore, aussi voir toujours d'où ils parlent, quels sont finalement les intérêts peut-être qu'il y a derrière, et vraiment interpeller les politiques, si je puis me permettre, M. Heinrich, sur le fait que, il faut... comment est-ce qu'on fait intervenir les scientifiques et comment on les écoute et comment on diffuse leurs travaux? Oui, alors, je ne répondrai pas directement à cette question, mais je dirais par rapport à ce que vous avez dit, je crois qu'aujourd'hui il ne faut pas faire peur. Moi j'ai vraiment le sentiment qu'aujourd'hui nos concitoyens n'ont plus peur du tout, n'ont pas peur du tout, mais ils sont passionnés par ces problématiques. Il y a une prise de conscience absolument fantastique en 10 ans, que je trouve tout à fait extraordinaire. Et dans notre propre comportement d'élu à l'échelle d'une collectivité et d'une ville, aujourd'hui, nous arrivons, parce que nous avons été sensibilisés à ces problématiques, nous arrivons à construire aujourd'hui des logements, HLM par exemple, un T2 ou un T3, dans lequel, pour le même prix qu'auparavant, et dans lequel le coût de l'énergie annuelle, hors location du compteur, est de 150 à 200 euros. Et le logement ne coûte pas plus cher. C'est ça qui est important, je crois, à souligner. Donc on a simplement fait preuve d'intelligence, de réflexion, et on a été un peu plus responsable dans notre façon de faire. Et je crois qu'aujourd'hui, la population, nos concitoyens, nous sommes tous très à l'écoute de ce que disent les scientifiques, mais il y a une véritable mobilisation et sensibilisation. Et moi, je trouve que c'est une opportunité fantastique pour notre génération, et c'est l'avenir. Je crois qu'on va vivre quelque chose d'absolument extraordinaire et d'enthousiasmant, et on ne le dit pas assez. Mais quand on voit la rapidité du progrès scientifique, on a pris conscience qu'on ne pouvait plus continuer à se comporter en irresponsable, comme nous l'avons fait. C'était trop facile. Alors, en fait, ce qui nous a sensibilisés, c'est l'argent, c'est le coût de l'énergie. Je crois que si l'énergie fossile avait été... si on en avait un stock absolument gigantesque, qui ne prendrait jamais fin et qui ne coûterait rien, on aurait beaucoup plus de mal à nous sensibiliser. Il y avait le discours, certes, des scientifiques, qui n'est pas nouveau, mais ce qui a été vraiment le vrai levier, c'est le coût. Le coût, et puis sachant aussi qu'on arrive un jour à la fin à l'extinction de cette réserve énergétique. Alors, je voulais poursuivre par une autre question, Michel Heinrich, sur justement la sensibilisation des populations
Et notamment si on regarde au niveau national, on a eu le Grenelle de l'environnement avec un accent fort mis sur ces problématiques, et puis plus récemment on a eu la crise à laquelle il a fallu faire face. Et lorsqu'on est un élu justement aux commandes d'une collectivité, on doit gérer beaucoup de choses et parfois il peut y avoir des priorités à installer. Et est-ce que vous avez eu la sensation, parce qu'il y a eu cette peur à un moment donné de dire oh là là, avec la crise, on va un peu oublier tous ces accords, tout ce Grenelle de l'environnement, parce que le chômage, sauver les entreprises, impulser, enfin soutenir l'économie. Est-ce que vous avez la sensation qu'on peut arriver à faire ça tout en continuant à mettre l'accent justement sur l'évolution énergétique, le développement durable et faire que la population suive? Oui, je crois que ça a été déjà évoqué par l'un et par l'autre. Je crois que cette prise de conscience n'a pas disparu durant la crise. Bien au contraire, je crois que c'est une opportunité fantastique de développement économique et d'un développement responsable et durable. Donc c'est plutôt une opportunité qu'il faut saisir. Sur un territoire comme le nôtre, nous avons essayé de le saisir. Alors on a, et je crois qu'on n'est pas les seuls à y avoir pensé, hein, si j'observe ce qui se passe autour de nous, mais moi je suis intimement persuadé que oui, au contraire, c'est une opportunité en période de crise, une nouvelle façon de considérer les choses et finalement d'arriver aussi à une qualité de vie sensiblement améliorée en développant une économie qui n'est pas délocalisable, ou du moins en partie pas délocalisable. Il faut prendre conscience qu'on parle de crise, mais la balance commerciale de la France est déficitaire de 70 milliards d'euros par an. Sur ces 70 milliards d'euros, il y a 60 milliards d'euros, c'est du pétrole et du gaz qu'on importe. Donc on a déjà là une ressource économique. Si on arrête d'importer ou on diminue nos importations, on va dire du jour au lendemain. Mais si on rentre dans un processus de diminution des importations, ben voilà, on résout la crise en quelque sorte, une grande partie de cette crise-là, avec un développement local, des emplois, etc. Plutôt que d'aller payer les monarchies pétrolières ou le gaz de M. Poutine, eh bien, on le met dans les emplois locaux pour le développement local et on s'en sort beaucoup mieux. D'ailleurs, les pays qui ont été plus vite que nous dans la transition énergétique, on observera qu'ils s'en sortent quand même un petit peu mieux face à la crise. Nos voisins allemands notamment, il y en a l'Autriche, le Danemark, etc. Donc voilà, quelque chose à mon avis qui, je l'ai dit, je le redis, c'est pas quelque chose de défensif, et c'est pas, on y a pensé, c'était un rêve d'écolo argenté de parler de ça avant la crise, et puis comme il y a la crise, on n'en parle plus. C'est exactement l'inverse. C'est parce qu'il y a la crise qu'il faut y aller, et le plus vite possible, parce que c'est là que se trouve la solution.